Bonjour, vous écoutez l'épisode 5 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure culinaire mais aussi exploratrice de ma vie intérieure et je partage sur ce podcast les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez tous les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur iTunes pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Et d'ailleurs, si vous déposez votre avis sur iTunes d'ici la fin du mois de mai, pour vous remercier, je vous offre la possibilité de gagner le coffret découverte des soins pour la peau éthique et engagée de la marque française Oulution, que j'aime et que j'utilise personnellement tous les jours. Vous retrouverez les modalités de participation sur changemavie.com/avis. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Vous pouvez reprendre les épisodes précédents dans l'ordre ou bien prendre le train en marche. L'épisode d'aujourd'hui est un peu la culmination de tous les épisodes précédents. On va prendre tous les éléments qu'on a abordés jusqu'ici et les combiner pour s'attaquer au sujet qui nous préoccupe tous et qui est comment on fait pour se sentir mieux. On vit dans des sociétés où l'idée qu'on se fait du bonheur dépend beaucoup des éléments extérieurs. On pense que ça a à voir avec la maison dans laquelle on vit, la personne avec qui on est, les standards de beauté, dans quelle mesure notre corps y correspond, le métier qu'on exerce, notre compte en banque et combien il y a d'argent dessus. Et tout ça, c'est renforcé en permanence au quotidien par différentes injonctions de la société de consommation. On se dit qu'il faut refaire la cuisine avec des placards laqués, que ça nous donnera une vie de famille épanouie, que si on a la bonne crème anticellulite, on sera vraiment désirable, etc., etc. Tout naturellement, quand ça ne va pas sur un plan ou sur un autre, on cherche les explications et les solutions à l'extérieur de soi. On se dit, si seulement mon manager était moins caractériel, si mes voisins étaient moins bruyants, si mon mari vidait plus souvent le lave-vaisselle, si seulement mon ventre était plat comme sur la couverture du magazine. C'est une façon de penser qui est vouée à l'échec. D'abord parce qu'on s'épuise à essayer de contrôler les gens et les choses autour de nous alors qu'elles sont par définition en dehors de notre contrôle. Mais surtout parce que, comme on l'a vu dans les épisodes précédents de Change ma vie, la seule et unique origine de comment on se sent, la seule chose qui nous permet d'être heureux ou malheureux, épanoui ou frustré, serein ou désespéré, c'est ce qu'on pense dans notre tête. Ce qu'on pense de nous-mêmes, du monde et de ce qu'on vit et qui tourne souvent en boucle dans notre tête depuis des années. Donc si je suis quelqu'un qui pense, par exemple, que je ne suis pas à la hauteur, on peut me mettre dans les situations de vie les plus favorables, je trouverai toujours les indices et les raisons qui me permettent de continuer à penser ça. À l'inverse, si je pense que je suis une personne pleine de charme et pleine de ressources, j'arriverai toujours à interpréter les situations à la lumière de ces pensées-là plus positives. Et pendant longtemps, on a cru, et beaucoup de gens croient encore, que ce type d'état d'esprit, ces pensées qu'on a sur nous-mêmes et nos capacités correspondent à un tempérament, une sorte de nature profonde à laquelle on ne peut rien, comme la couleur de nos yeux. On est comme ça, voilà, il faut faire avec pour le meilleur et pour le pire. La bonne nouvelle, ce qu'il est ultra enthousiasmant de comprendre, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. Comme on l'a vu dans l'épisode 3, qui s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées », les pensées qu'on a dans la tête ne nous définissent pas. On n'est pas obligé de les accepter, on n'est même pas obligé de les croire et on n'est certainement pas obligé de continuer à les penser toute notre vie. Ce ne sont que des phrases qui sont plus ou moins insistantes et plus ou moins ancrées, mais grâce à l'extraordinaire plasticité du cerveau humain, dont on ne soupçonnait pas la plasticité d'ailleurs jusqu'à très récemment, on peut simplement choisir de penser autre chose. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait ? La première chose, c'est de choisir un aspect de notre vie qui ne nous satisfait pas, qu'on aimerait améliorer. Ça peut être une problématique petite ou grande, grave ou pas grave, peu importe, parce que la façon de procéder est la même. Donc, une fois qu'on aura réussi à changer ses pensées sur un aspect problématique, il n'y aura plus qu'à l'appliquer sur tous les autres aspects. Et en tout cas, quand je vous ai dit ça, il y a des chances pour que vous ayez tout de suite pensé à quelque chose dans votre vie, votre bête noire du moment.
Une fois qu'on a choisi ce problème, il faut essayer de le définir avec autant de précision possible en termes de pensée qu'on a à son propos. Parce qu'en fait, souvent, on pense à un problème en termes assez généraux et s'attaquer à ce problème général, ça paraît insurmontable, alors qu'en fait, on s'aperçoit que les problèmes qu'on a ne sont qu'une somme de pensées qu'on a au sujet de ce problème. Donc, qu'est-ce qu'on se dit précisément? Quelle forme ça prend dans notre tête? Quel est notre discours intérieur au sujet de cette problématique? Pour ça, le mieux, vous verrez que je suis très partisan du papier et du crayon. Donc, on prend une feuille de papier et un crayon et on décharge tout ce qu'on pense, toutes les raisons qui font que ce problème est un problème, que ce problème existe dans notre vie, tous ces aspects. Si on s'est attaqué à un problème qui nous paraît important ou compliqué, on se dit que ça va prendre des heures et plein de feuilles de papier, mais en réalité, quand on s'y attelle vraiment, on s'aperçoit que assez rapidement, on a défini les contours. Donc, je vais prendre l'exemple d'une personne dont le problème serait le manque de confiance en soi. Ce qu'elle va essayer de faire, c'est de définir plus précisément comment ça se manifeste, dans quelle situation, et qu'est-ce qu'elle se dit exactement quand ça se manifeste. Qu'est-ce qui lui passe par la tête quand elle se dit « je manque de confiance en elle ». Est-ce que elle se compare aux autres en se disant qu'elle est moins brillante ou moins jolie? Est-ce qu'elle a l'impression qu'on ne la prend pas au sérieux? Est-ce que dans le cadre professionnel, elle se dit qu'elle manque d'expérience ou de légitimité? Est-ce que c'est la peur de se lancer, la peur de ne pas plaire, d'être jugée, d'échouer, etc. Donc, on identifie les quelques phrases clés qui paraissent être l'essence du problème. La démarche consiste ensuite à choisir, pour commencer, une de ces phrases et de s'aider du modèle de Brooke que j'ai décrit dans l'épisode 4, qui s'appelle le modèle de Brooke, pour bien articuler les choses. L'idée est de bien voir comment est-ce que les circonstances de la vie génèrent cette pensée dans notre tête, comment cette pensée provoque une émotion et comment cette émotion nous fait agir d'une certaine façon en créant dans notre vie un certain résultat. Pour revenir à l'exemple de cette personne qui manque de confiance en elle, en particulier, mettons, dans sa vie professionnelle, en allant au bout des choses, imaginons qu'elle a identifié que pendant les réunions ou les présentations, elle se sent mal à l'aise, elle ne prend pas la parole parce qu'elle a l'impression qu'elle n'a rien d'intéressant à dire ou que si elle dit quelque chose, les autres vont trouver que c'est banal ou évident et qu'on ne va pas l'écouter. Donc, si on applique le modèle de Brooke, dans la ligne C des circonstances, c'est « j'assiste à une réunion ». Ma ligne de pensée, je vais écrire « je n'ai rien d'intéressant à dire ». L'émotion que ça génère, c'est une émotion d'infériorité et une certaine anxiété. L'action qui en découle, c'est que je passe la réunion à me demander ce que je pourrais dire, est-ce que je devrais prendre la parole, est-ce que les autres se demandent qu'est-ce que je fais là alors que je dis rien, ou alors je prends la parole mais je suis tellement anxieuse que j'arrive pas à m'exprimer clairement et je m'embrouille. Et le résultat de cette action, c'est que je passe complètement à côté de la réunion, j'ai pas écouté ce que les autres ont dit, j'ai pas contribué et donc j'ai rien appris de cette réunion. Le fait d'appliquer ce modèle à cette pensée initiale qui est que je n'ai rien d'intéressant à dire en réunion, ça permet de se convaincre du fait que tout découle effectivement de ce qu'on pense. Et l'étape suivante, c'est de choisir ce qu'on souhaiterait penser d'autre. Qu'est-ce qui nous serait plus utile et nous permettrait de nous sentir mieux dans cette situation? Une façon de procéder, c'est de se dire, dans ces circonstances-là, si tout était possible, si un génie me proposait d'exaucer un vœu pour moi, comment est-ce que je choisirais de me sentir? Et sur la base de ça, on remonte d'un cran et on se dit qu'est-ce qu'il faudrait que je me dise dans ma tête pour me sentir comme ça? Ou alors, on peut imaginer une autre personne qui se sentirait comme ça, qui aurait cette émotion, et on essaye d'imaginer qu'est-ce qu'elle se dirait dans sa tête à elle pour se sentir comme ça. Personnellement, quand je fais ce travail-là sur une situation qui me cause une difficulté, le plus souvent, j'ai une phrase qui jaillit dans mon esprit, une pensée alternative qui se présente à moi d'un coup. Ça se fait pas forcément tout de suite la première fois que j'y réfléchis, mais souvent ça tourne en tâche de fond et je me réveille un matin avec une nouvelle pensée claire dans mon esprit, ou alors ça me prend par surprise quand je me lave les dents. Vous verrez pour vous comment ça se présente, mais en tout cas, l'objectif c'est de trouver une phrase alternative qui vous plaît, qui résonne en vous d'une façon positive et à laquelle vous avez envie de croire. Si on a du mal à trouver cette pensée alternative, si on est bloqué sur une pensée qui nous paraît tellement vraie qu'on n'arrive pas à s'en détacher, ce qui peut être vraiment puissant, c'est de retourner cette pensée initiale, de la regarder en creux ou en complémentaire. Dans l'exemple que j'évoquais,
La pensée qui dessert cette personne, c'est « je n'ai rien d'intéressant à dire en réunion ». Et en essayant de trouver une pensée alternative, peut-être que cette personne va choisir de retourner la phrase et de dire « j'ai de grandes qualités d'écoute ». C'est une bonne façon de retourner cette pensée de départ parce que écouter, c'est en quelque sorte le contraire de parler. Et c'est une phrase qui peut lui plaire si elle s'y identifie, si elle reconnaît en elle cette capacité à être vraiment à l'écoute des autres, qui est une grande qualité et probablement une qualité plus rare que d'avoir de l'éloquence. Et là, sur la base de cette pensée, si elle s'approprie cette pensée « j'ai de grandes qualités d'écoute », cette personne va aborder les mêmes réunions et les mêmes présentations, non pas en se focalisant sur l'idée de parler, mais sur l'idée d'écouter et de comprendre finement ce qui se dit. Et alors, elle se met en position de formuler une synthèse pertinente. Alors, elle est la personne qui relève le détail important qui a échappé à tout le monde. Elle est la personne qui gagne la confiance du client ou du prospect, etc. Je vais vous donner un autre exemple de nouvelle pensée qui est tiré de mon expérience avec mes enfants. J'ai 2 petits garçons de 5 et 2 ans et évidemment, il y a des moments où ils chahutent, ils s'excitent. J'avais beaucoup de mal à gérer ces situations parce que je me sentais impuissante, j'avais l'impression qu'il y avait la tension qui montait et je finissais par m'énerver d'une façon qui était complètement contre-productive, que je regrettais après. En me penchant sur ces situations, après coup bien sûr, parce que sur le coup j'étais trop prise dans mon énervement, mais après coup, je me suis rendu compte que la pensée qui était au cœur de mon problème et qui me desservait, c'était cette pensée que je n'arrive pas à contrôler leur comportement. Et c'est cette sensation de perte de contrôle, le fait de me dire en filigrane « je devrais pouvoir maîtriser mes enfants », comment ça se fait que j'arrive pas à faire ça? En filigrane encore, les autres arrivent très bien à contrôler leurs enfants, comment ça se fait que moi, j'y arrive pas? Donc de me sentir en échec, c'est ça qui faisait monter mon stress et qui au final me mettait en colère, pas tant contre eux que contre moi. Et en continuant à y réfléchir, tout d'un coup, ça m'est apparu comme une lumière que la pensée que je choisis de penser maintenant, c'est « je peux contrôler mon comportement ». Donc c'est l'inverse de ce que je pensais au départ. Ma pensée de départ qui me dessert, c'est je n'arrive pas à contrôler leur comportement, donc je me tape tout le temps la tête contre le même mur parce que je ne pourrai jamais contrôler le comportement de mes enfants. Mais par contre, le contraire de ça, c'est je peux contrôler mon comportement parce que je suis l'adulte, que s'énerver et se mettre en colère, c'est un choix et que je peux choisir à la place de garder mon calme, de respirer, de relativiser. Et dans ces conditions, je peux imaginer des façons créatives de canaliser leur énergie. Je peux voir la situation clairement, les sortir au parc ou les rejoindre dans leur chahut, leur faire des poutous, etc. Inutile de dire que ça se passe beaucoup mieux. Donc vous voyez, il s'agit de trouver une pensée nouvelle qui nous remet dans une position active par rapport à la situation plutôt que de la subir. Une phrase qui soit valorisante, qui nous donne de l'énergie, qui nous fait nous sentir bien et forts et qui nous fait agir d'une façon qui nous est utile et qui est en accord avec ce qu'on attend de nous-mêmes. Une fois qu'on a choisi cette nouvelle pensée, le deuxième volet du travail consiste à s'exercer à penser cette nouvelle pensée quotidiennement pour recabler notre cerveau et en faire notre nouvelle pensée par défaut. À nouveau, il s'agit d'utiliser la plasticité du cerveau. Pour s'approprier une nouvelle pensée, on peut l'écrire dans un carnet. Moi, j'ai une liste des pensées que je veux penser, sur lesquelles je travaille à un instant T et je la relis régulièrement pour les renforcer. On peut prendre aussi une nouvelle page de ce carnet et faire un petit exercice d'écriture et lister toutes les raisons passées, présentes et futures qu'on a de penser cette nouvelle pensée, les faits, les expériences qui la renforcent. On peut visualiser des situations futures dans lesquelles on va mettre en pratique cette pensée. Donc moi, je peux imaginer un samedi pluvieux où je suis avec mes enfants à la maison et comment est-ce que je vais contrôler mon comportement pour que ça se passe bien. Comment on se sentira, comment on agira, comment les autres se comporteront en retour. On peut laisser flotter la phrase dans son esprit, la garder dans la bouche comme un bonbon, se la répéter, bref, l'apprivoiser. Et surtout, le plus important, c'est qu'à chaque fois que le cerveau nous présente l'ancienne pensée par automatisme, on fait l'effort conscient, calmement, systématiquement, de lui présenter plutôt cette nouvelle pensée. Alors, c'est sûr, ça demande un effort, c'est un travail, et plus ça fait longtemps qu'on pense quelque chose, plus le conditionnement est ancré et plus on met du temps à le déconstruire. Je vous rappelle qu'une pensée, c'est un chemin que le cerveau connaît bien d'une situation à une émotion. Il aime bien la routine et si on veut penser autre chose, il proteste, il essaye de s'opposer. On peut imaginer qu'on est en train de traverser un pont de corde entre une pensée et une autre. On est en équilibre instable, c'est difficile, ça n'avance pas vite, ça tangue et on se dit « qu'est-ce que je suis en train de faire ?»
Cet inconfort, ça s'appelle la dissonance cognitive, quand le cerveau se retrouve à considérer en même temps deux vérités qui sont contradictoires ou qu'on lui présente un fait qui contredit quelque chose d'autre. C'est inconfortable pour le cerveau et il essaye de résoudre la situation. Et donc, en l'occurrence, entre deux pensées, une qui est familière et une qui est nouvelle, si elles sont en opposition, il va essayer de se raccrocher à cette vieille pensée familière qui va donc revenir, paraissant tellement facile et confortable. Et on va se dire que c'est le signe que ça ne sert à rien, que ça ne marche pas, que de toute façon on est comme ça, qu'on ne changera pas et on est tenté d'abandonner. C'est complètement normal, ça va se passer systématiquement, mais ce serait vraiment dommage d'abandonner parce que cette phase de transition ne dure pas. Comme on l'a vu, notre cerveau est câblé pour mettre en place des automatismes de pensée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est habitué à penser quelque chose sur un sujet, le cerveau catalogue ça dans notre vision du monde et recherche en permanence au quotidien des indices et des preuves qui permettent de renforcer cette pensée. Mais il est aussi très modelable et évidemment conçu pour s'adapter à des réalités nouvelles. Donc si on fait cet effort initial de s'approprier la nouvelle pensée, avec l'aide du cerveau, on va se mettre à la fois à créer et à rechercher dans notre quotidien les preuves que cette pensée est valide. Et donc petit à petit, on va en fait changer notre réalité tout autant que notre perception de la réalité pour coller à cette pensée. La vieille pensée ne sera jamais complètement oubliée, donc il faut se méfier à la faveur d'un coup de fatigue ou d'une situation un peu stressante. On peut baisser la garde et elle peut se présenter à nouveau, mais il suffit de se dire calmement « Avant, je pensais ça, maintenant… » je pense ça. Donc, avant, ça m'énervait de ne pas arriver à contrôler mes enfants. Maintenant, je sais que tout ce que je peux faire, c'est contrôler mon comportement. Ou bien, avant, je me trouvais nulle parce que je brillais pas en réunion, mais maintenant, je sais que je brille par mes qualités d'écoute. Comme travaux pratiques pour cette semaine, vous me voyez venir, je vous propose de choisir une situation de votre vie qui vous pose un problème, quelque chose qui vous donne du souci, que vous ruminez en ce moment. Et si vous avez fait l'exercice dans l'épisode précédent du modèle de Brooke, vous avez une longueur d'avance et vous pouvez choisir la même situation. Ensuite, vous allez essayer d'appliquer la démarche qu'on vient d'évoquer. N'hésitez pas à réécouter l'épisode pour bien comprendre, parce que ce sont sans doute des concepts qu'il faut aussi vous approprier, mais en résumé, la façon dont on s'y prend, c'est on identifie la pensée, la phrase qui provoque en nous cette émotion négative. On trouve une pensée alternative qui nous parle, qui nous ferait nous sentir mieux dans cette même situation. Et on prend la décision consciente de s'exercer à penser cette nouvelle pensée au quotidien, de se l'approprier, en faisant vivre en nous l'émotion positive que ça génère. On ne se décourage pas, on sait que ça peut prendre un peu de temps, mais que le jeu en vaut la chandelle, et on voit comment évolue sa météo intérieure au fil des jours. Si vous avez besoin d'aide pour appliquer ça à une situation particulière, vous trouverez dans les notes de cet épisode un lien où vous pourrez me déposer un message pour me l'exposer. Je ferai un épisode avec quelques études de cas pour qu'on puisse voir ensemble quelques exemples parlants qui sont tirés de votre expérience à vous, auditeurs de Change ma vie, pour voir comment est-ce qu'on applique cette démarche. Vous retrouverez cet épisode sur changemavie.com où vous pourrez aussi vous inscrire pour recevoir 3 exercices simples que je vous propose de faire pour mieux explorer votre esprit. Abonnez-vous au podcast Change ma vie sur iTunes, laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Twitter sous l'identifiant Oui Change ma vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Vous pourrez aussi en discuter entre vous et vous verrez que vous en tirerez encore plus de bénéfices. Merci et à la prochaine fois.